va poursuivre ce live sur TV Finance. On est avec vous avec grand plaisir en cette veille du réveillon de Noël pour vous faire vivre les marchés en temps réel, pour tenter de les décrypter également. Il a osé venir jusqu'à nous ce matin, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bienvenue à vous Philippe. Merci. Alors, merci de m'accueillir. La Bourse au quotidien justement, elle a refranchi hier la barre des 7000 points. Je parle bien évidemment du CAC 40. On renoue quasiment ou presque avec les sommets historiques atteints le mois dernier. Moi je croyais qu'entre-temps il y avait eu un variant, Omicron pour ne pas le citer, qui s'était invité dans l'équation, un variant prétendument plus contaminant que son cousin Delta, lui-même plus dangereux que la souche initiale du coronavirus. Avec Omicron, on a commencé par nous dire tous aux abris il y a un mois, puis ça a été circulé, il n'y a rien à voir ou presque, et maintenant on dirait bien qu'on ne sait plus vraiment. Qu'est-ce que vous diriez autour d'Omicron, cher Philippe ? Alors moi, je ne suis pas infectiologue, bien sûr. Voilà, tout ce que je peux connaître du sujet, c'est des gens que je connais dans le milieu médical. Donc, ma partie, c'est qu'est-ce qu'en pensent les marchés, comment réagissent-ils aux nouvelles ? Il y a un doute d'un côté, et les marchés boursiers, ils tiennent. Voilà, donc on a le 26 novembre, Omicron débarque, immédiatement vous avez des gens de l'Imperial College, les catastrophistologues qui immédiatement sautent sur cette hausse en disant on va tous mourir. Et puis rapidement des gens un peu sérieux commencent à regarder ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique en général. Et là on cherche les gens aux urgences et on cherche les gens en réanimation. Donc on se rassure déjà un petit peu. Et puis après ça, on a cette déclaration de la ministre britannique de la Santé qui dit, oui, voilà, le variant arrive et il est fulgurant. On attend derrière, évidemment, qu'elle déroule qu'elle reprenne les prévisions de l'Imperial College avec les 6000 morts à partir du jour de l'an. Et puis, quand la journaliste fait son métier, lui demande « Mais madame, combien avons-nous de gens en réanimation avec Omicron ?» Là, elle dit 11 personnes sur 68 millions de Britanniques. Et en plus de ça, les gens ne sont même pas dans un état critique, ni sévère, ni rien du tout. Donc là, moi, je suivais les marchés, j'étais en train de regarder Wall Street, il était autour de 21h. Dès qu'elle a déclaré ça, le S&P il a pris 30 points, 40 points, le futur du CAC a pris 40 points. Voilà, les marchés ont commencé à comprendre que c'était pas si grave. Bloomberg, le 23 décembre, déclare que, a priori, il y a 3 fois moins de gens en réanimation après avoir contracté Omicron par rapport au Delta. Alors évidemment, les gens vont vous dire, oui, mais c'est 6 fois plus contagieux et qu'on a 3 fois moins de gens aux urgences, ça va faire exactement, vous voyez, faites une règle de 3 bêta, et vous allez avoir autant de gens aux urgences qu'avec n'importe quel autre variant précédent. Sauf que c'est même pas le cas. Alors par contre, ce qui a inquiété les marchés, c'est lorsque les Danois et les Néerlandais commençaient à prendre des restrictions significatives. Voilà, et en expliquant surtout que plus les gens avaient reçu de doses, donc ceux qui étaient à 3 doses, étaient finalement plus facilement contaminés que ceux qui en avaient que 2, et beaucoup plus facilement contaminés que des gens qui ont une ou pas de dose du tout. Ce qui est quand même un paradoxe assez extraordinaire, c'est que là, face à ce variant, il est manifestement résistant au premier sérum, si j'ose dire. Ce qui est d'ailleurs assez conforme à ce que nous disent les infectiologues, c'est-à-dire que y a un échappement viral, c'est-à-dire que le virus se défend justement contre ceux qui cherchent à l'empêcher. Alors après ça, évidemment, on peut se dire, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ferait 3 doses si par rapport à ce variant, il n'y a aucune efficacité ? Et pour les marchés, évidemment, c'est se dire, mais oui, on peut toujours effectivement injecter, mais ça va avoir aucun effet. Donc, est-ce que les restrictions ne vont pas nous casser la croissance ? Donc c'est vrai que ce questionnement-là subsiste. La transition est parfaite. Quelles implications sur la croissance mondiale ? On a eu hier le chiffre révisé de la croissance américaine pour le 3e trimestre. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est meilleure que prévu, 2,3% contre 2,1%. La moins bonne, c'est que ce niveau de croissance ralentit. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Bon, l'interprétation, elle est toute simple. On a arrêté le quoi qu'il en coûte, l'hélicoptère monnaie fin août, c'est-à-dire que voilà, les gens étaient pris complètement en charge aux États-Unis, les chômeurs, etc. La situation s'est complètement renversée, puisque d'après le rapport Jolt qui est paru mercredi, il y a
1 million d'offres d'emploi supplémentaires. On est, je crois, à 11 millions d'offres d'emploi. Bon, si on déduplique, on va arriver quand même à quelque chose comme 5 ou 6 millions d'offres d'emploi. Donc, manifestement, on n'arrive plus aujourd'hui à recruter. Donc, il n'y a pas un vrai problème de chômage, il y a un problème de salaire. Je vais croire que c'est vous qui avez écrit l'interview, parce que j'allais vous questionner sur les questions de pénurie. Où est-ce qu'on en est? Alors, je finis de répondre à la question sur la croissance. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui ralentit la croissance? C'est que les salaires ne progressent pas assez vite pour contrebalancer l'inflation. Et donc, puisqu'on parlait des chiffres révisés du PIB, il faut aller jusqu'au bout. L'inflation est confirmée à 6. Mais c'est une inflation hédoniste parce que l'immobilier, dans ce calcul, est très très sous-pondéré par rapport à son impact réel sur le pouvoir d'achat des ménages. Or, hier, on a la hausse des prix des logements anciens à la revente. C'est plus 14% dans l'année. Et pour les loyers, donc là c'est pas pareil, hein, c'est pas des achats, mais pour les loyers, on est sur une hausse annuelle qui est supérieure à 10. Donc quand vous avez 10% de hausse d'un loyer et qui représente 25 à 30% ou 35% des revenus, plus le coût du plein d'essence aux États-Unis qui a augmenté de 40%, plus le prix du gaz qui explose, et là vraiment on peut le dire, le gaz explose. Vous avez vu qu'en Europe, les prix du gaz sont en train de battre des records absolus. En France, on nous parle d'un coût du mégawatt à plus de 400 €. On était à moins de 200 il y a 1 an et demi. Donc, évidemment que là, la morsure de l'inflation commence à se faire sentir et le pouvoir d'achat ne suit pas. Et on a commencé d'ailleurs à le voir avec les chiffres de novembre, avec le Black Friday, etc., où la hausse de la consommation a été relativement faible. Donc l'inflation impacte la consommation. Et ça, évidemment, il va falloir l'intégrer. Ça, la consommation étant le pilier quand même de la croissance pour 2022, il y a intérêt à ce que ça se calme très vite, que le prix du gaz redescende, que le prix de l'électricité redescende. Sinon, les ménages ne vont pas consommer grand-chose au premier trimestre. Et la lutte contre l'inflation, c'est justement l'objet des décisions des principales banques centrales annoncées la semaine dernière. La Fed et la BCE qui ont sonné non pas la fin de la récré, mais la fin de la recré, de la récréation monétaire illimitée. Fin de la planche à billets programmée aux États-Unis à partir de mars, les hausses de taux, un concept qui semble remonter à la préhistoire et qui vient d'être inauguré en Angleterre, pourrait faire leur retour dès l'année prochaine. Au menu, 3 hausses de taux pour la Fed en 2022. La BCE qui n'en est pas encore là, elle a annoncé la fin de ses achats d'actifs effectués dans le cadre du plan d'urgence pandémie, tout en rehaussant temporairement le volume de son programme d'achat classique. Des mesures qui, selon vous, vont être efficaces pour endiguer ce phénomène de l'inflation ? Non, absolument pas. Question longue, réponse courte. Non, c'est... Le mois dernier, vous disiez même à ce micro que les marchés étaient sous morphine financière. Vous le disiez ici même sur ce plateau. Ça fait 12 ans que je le dis. Donc vous ne voyez pas la fin de la morphine à ce stade ? Si on retire la morphine, vous allez entendre les cris de douleur du patient, ça va être épique. Non, mais on n'arrête pas une inflation à 6% avec des taux à 1% fin 2022 et à 1,75 fin 2023. Enfin, ça ne suffira pas. Non. D'ailleurs, c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Enfin, je ne sais pas, depuis que la Banque centrale américaine existe, depuis le 22 ou le 23 décembre 1913, jamais la Fed n'a été 500 points, voire 600 points en retard par rapport à l'inflation. Donc, ils ont évidemment laissé filer. On l'a compris, en fait, dès le mois de mars dernier, mars-avril. Et c'est pour ça qu'on a eu cette fulgurante ascension des marchés tout l'été. C'est qu'on a bien compris que les banques centrales ne faisaient rien et laissaient filer. Bon, c'est un calcul. On sait très très bien qu'avec ce qu'on a mis sur la table avec le Covid, le seul moyen de détruire cette dette, c'est de lâcher l'inflation. Donc tout est cohérent. Voilà. Et certains annoncent déjà que face à la déferlante Omicron, la Fed pourrait retarder les hausses de taux qu'elle a annoncées il y a à peine quelques jours. Vous y croyez ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Si vous écoutez Bill Gates, il vous dit que a priori, à fin mars, la pandémie, on n'en parlera plus et que probablement, là aussi je ne suis pas infectiologue, donc je lis ce qu'ils écrivent, c'est que plus une souche virale évolue, moins elle est virulente. Donc après Omicron, je pense que les gens avec un paquet de mouchoirs, ils en auront terminé avec. Donc voilà. Alors par contre, moi ce qui m'inquiète un petit peu quand même... Justement, les risques pour 2022. Alors les risques pour 2022, c'est que on poursuive malgré tout, on prolonge des mesures de freinage entre guillemets, au nom d'un principe de précaution qu'on peut peut-être défendre. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, le principe de précaution. Ah si, je l'aime bien, parce que, par exemple, je pense que ce principe de précaution, il a été un petit peu balayé avec les nouveaux vaccins sur lesquels on a beau dire qu'on a du recul parce qu'on a des milliards de doses injectées. Si vous voulez, si vous mettez un nouveau véhicule sur le marché et que vous mettez un nouveau système de freinage mais que vous ne l'avez pas testé, vous avez beau dire j'ai vendu ce véhicule à 1 milliard d'exemplaires, vous ne savez pas ce que vaut le système de freinage. Donc le principe de précaution, il est défendable. Il est défendable toujours dans la problématique de ce qu'on appelle du bénéfice-risque. Si vous pensez qu'il y aura beaucoup plus de bénéfices que de risques, le principe de précaution, naturellement, vous le... C'est au nom de cette balance que là, on va commencer à vacciner les enfants. Voilà. Non, la vraie limite, ce qui pose vraiment problème, c'est quand vous commencez à fracturer la société en désignant des boucs émissaires et avec aucune vraie justification scientifique. Alors moi, je ne me pose pas comme arbitre pour savoir s'il faut effectivement forcer à la vaccination ou si des gens ont raison d'avoir des doutes. Moi, ce que je regarde, c'est les attitudes. Et parmi les gens qui ont des doutes, je n'en connais aucun qui écrit ou qui déclare dans une conversation « on ne devrait pas rembourser les soins, par exemple, des gens qui sont vaccinés et qui auraient des problèmes, des effets secondaires. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous avez par contre, inversement, un discours qui est, s'ils ne veulent pas se vacciner, il ne faut plus leur rembourser leurs soins. Donc ne remboursons plus les soins des fumeurs, ne remboursons plus non plus les soins des gens qui ont trop bu. On s'éloigne des marchés, là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est actuellement sur une société qui est en train d'être fracturée, et ça, c'est très mauvais, c'est extrêmement délétère. Ce que je veux dire par là, c'est que on a déjà l'incertitude économique, mais on peut aussi avoir une incertitude, je dirais, sur l'ambiance sociale dans nos pays. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut éviter, parce que on peut avoir des basculements politiques radicaux d'un moment à l'autre, et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et là, je pense qu'un climat social délétère, ça peut créer de l'incertitude pour les marchés. Justement, les marchés, ils vont finir l'année 2021 avec une hausse hallucinante, 25 à 30% de hausse en un an. J'ai encore repris vos déclarations ici même sur ce plateau il y a un mois. Vous disiez, personne n'a jamais vu les marchés doubler en un an. Les marchés vivent l'instant et après, c'est une grande inconnue. Vous persistez, vous signez? Oui, parce que dans la hausse, j'entends beaucoup qu'elle est justifiée par la progression des bénéfices qu'on a eus en 2021. Les résultats des entreprises. Résultats qui sont fabuleux, effectivement, par rapport à l'année précédente, ce qui était une évidence. Pas difficile. Un effet de base, on rattrape. Voilà. Donc, si vous prenez sur 100 de richesse additionnelle pour l'actionnaire, s'il tient un titre qui valait $1000 et ils vaudront 100 à la fin de l'année, sur les $100 supplémentaires, il y en a 40 qui sont liés au rachat de titres, c'est-à-dire l'effet mécanique des rachats de titres. C'est énorme. 40%, je pense que c'est du jamais vu. Le montant, effectivement, des rachats est également du jamais vu, puisque je pense qu'on sera à 1100 milliards de rachats à la fin de l'année. L'expansion des multiples, c'est-à-dire que même si vous intégrez la hausse des bénéfices et la générosité, on va dire, des dividendes, vous avez une expansion des multiples de 21%. C'est-à-dire que tout se paye 21% plus cher qu'en 2020, 2019, 2018. Voilà. Donc ça fait déjà 61% de la richesse additionnelle pour l'actionnaire qui est liée à des phénomènes complètement mécaniques. Et donc il reste 39% pour effectivement des bénéfices qui sont en progression de 33-35%, grosso modo, et vous avez 5% de richesse liée
à la hausse à la distribution de dividendes. Donc on voit quand même que là, l'effet des liquidités des banques centrales est extraordinaire. Parce que si vous n'avez pas cette surliquidité, vous ne pouvez pas racheter des titres avec de l'argent gratuit, bien sûr. Ben oui, à zéro, tous les titres que je rachète, j'emprunte de l'argent qui ne coûte rien. Donc y résister, c'est très compliqué dès qu'on a un peu trop de trésorerie. L'expansion des multiples, évidemment, c'est quelque chose qu'on observe depuis déjà plusieurs années. Et puis, les liquidités des banques centrales ont eu cet effet incroyable également. C'est que qui aurait pu dire, et même moi je n'aurais pas pu oser poser ce scénario, que en mars 2021, l'inflation passerait la barre des 2%, et à l'époque, les T-bonds américains étaient à 1,45. On a atteint 6,5%, on est même au-delà aujourd'hui, et vous avez des taux américains qui sont toujours à 1,45%. On est passé de 2 à 6 et les taux sont complètement flat. Donc, effectivement, mon message, c'est que pour l'année prochaine, pour les marchés, tout va dépendre des banques centrales pour ces histoires de taux. Pour la croissance elle-même, elle va dépendre du pouvoir d'achat des ménages, et ça peut également dépendre du climat politique. Et ça, personne ne le maîtrise. Merci pour cette conclusion, cher Philippe. Philippe Béchade, merci encore pour ce décryptage. Sans langue de bois, comme d'habitude. À très bientôt sur TV Finance. Merci et à très vite. On marque une nouvelle pause. On se reconnecte très vite à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est en légère hausse. Cette hausse, légère hausse qui tient ce matin. On continue à en parler juste après. Donc cette pause, restez avec nous sur TV Finance.